Papa called last night from Italy, my darling. He's missing his Lorenzacchio very, very much. But he wants me to tell you, he's making a big dinner tonight. A banquet of brain food for the cleverest doctors in the world, who've gathered together to put the myelin back in the shaking puppy dogs. And if they can achieve that, someday, there might be a way to help all the people who've lost their myelin. Not only the boys with ALD, but the people with multiple sclerosis and many other diseases, Lorenzo. And then think, my brave boy, if they can ever give you back your myelin, you'll be able to tell your brain, to tell your toes, your fingers, your anything, to do what you want them to do. And then, one day, I'll hear my voice. And all these words I'm thinking will get outside my head. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 8. Cette semaine, émission mythologie, éthylisme et rage d'exister. Que ce soit pour survivre ou réapprendre à vivre, comme on dit dans le style Kang, mais de lui le petit homme dans la vie, il faut que ça glisse. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma quelle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris avec cette introduction claire mais néanmoins un peu sibylline, nous allons parler de Lorenzo, aka Lorenzo's Oil de George Miller, qui a été réédité il y a quelques semaines chez Elephant Film. Et après, nous parlerons du nouveau film de Thomas Vinterberg, Drunk, avec le beau Mads Mikkelsen. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, puisque nous sommes de retour au grand complet. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous et salut au Stade Rennais Football Club. Voilà, effectivement, parce que donc ce soir, Ligue des Champions, premier match de Rennes, on est très stressé, on attend ça avec impatience. Ah bah oui, il y en a. Quels sont votre pronostics pour ce combat, mon cher Thibaut? 4-1 pour Rennes. Voilà, large. Il y a bien évidemment le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et il y a Justine. Bonsoir Justine. Salut à tous. Justine qui fête aujourd'hui son anniversaire. Bravo Justine. Bon anniversaire. Bravo, c'est son anniversaire. Elle a oublié d'amener des bonbons, donc elle est d'ores et déjà virée. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était les deux informations principales, hein, le Stade Rennais et l'anniversaire de Justine. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un très grand jour. Agenda, donc ce soir, pour les gens qui n'aimeraient pas le Stade Rennais, j'espère qu'il n'y en a pas autour de cette table, vous pourrez aller voir à l'Arvor, donc à 21h, The Texas Chainsaw Massacre, donc Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, qui est en partenariat avec nos copains du cinéma est mort et qui est surtout accompagné par Julien Sévéon qui a écrit un livre sur le film, donc c'est projeté en sa présence et en ce moment même vous pouvez, si vous êtes à l'Ébry Le Fire, Julien Sévéon est là pour une petite rencontre, mais donc à 21h c'est le film de Tobe Hooper. On parle quand même du plus grand film d'horreur de l'histoire du cinéma. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas tout mal. Oui. C'est pas mal. Sinon, jeudi à la librairie Planète IO à Rennes, donc la jeune revue Apache fera une discussion autour du film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, dont nous vous avions parlé ici il y a 3 semaines. Donc voilà, c'est à 21h aussi, je crois, bien évidemment. Toutes les informations sont à retrouver sur les différents réseaux sociaux. La librairie Planète IO, c'est à côté du bistrot de la Cité. Les vrais Rennais savent. Exactement. Sinon, demain au Tambour, soirée danse macabre sur le campus de Rennes 2. Donc à 18h, il y a Le secret derrière la porte de Fritz Lang. Pas mal. Pas vu. Pas mal. On en avait parlé dans cette émission lors de sa ressortie en Blu-ray chez Carlotta il y a de ça 6 ou 7 ans, je crois, mon cher Thibaut. Oula. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Et à 21h, il y a Elephant Man de David Lynch. Pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Voilà, c'est ça. La semaine prochaine, mais on en reparlera plus amplement mardi prochain, à l'Arvor à 20h30, il y a un double programme autour de Mad Max 2 avec tout d'abord un documentaire réalisé par Melvin Z, Archaeologist of the Wasteland, et après Mad Max 2 de George Miller et de Archaeologist of the Wasteland. Nous allons en reparler la semaine prochaine avec donc le réalisateur du film Melvin Z, puisque nous avons enregistré samedi dernier avec Valentin et le Dr Erwan un entretien avec son metteur en scène. Un entretien fleuve. Un entretien fleuve et
pétri de bonne humeur et de chamaillerie que vous aurez le plaisir d'entendre donc dans notre émission mardi prochain. Et dans le rayon des sorties nationales, demain, quelque chose qui sortent, qui a l'air quand même plutôt pas mal et dont certains nous parleront. Il y a Train pour Busan 2, donc Peninsula qui sort, qui devait être repoussé, puis finalement non, puis peut-être si, puis finalement non. Donc finalement il sort bien demain. Il y a aussi le nouveau film de Albert Dupontel en tant que comédien et metteur en scène, Adieu les cons, avec Virginie Efira et Nicolas Marié. Il y a le nouveau film de Michail Konchalovsky qui a en ce moment une rétrospective à la Cinémathèque française qui s'appelle Michel-Ange. Donc autour de Michel-Ange, comme son nom l'indique. C'est très très beau d'après les retours que j'en ai eus. Qui ça, Michel-Ange, ouais, c'est pas mal, il a fait des trucs plutôt cool. Hein. Oui, petit artiste. Tu dis Michel-Ange, toi. Ouais, Michel-Ange, Michel-Ange, moi. Non, Michel-Ange. D'accord, Michel-Ange. Voilà, en France, ici on prononce à la française. Mais c'est pas un mec qui est plombier à Tulle. c'est ça le film de Konchalovsky. C'est ça le film de Konchalovsky. Oui, c'est ça exactement. Bah oui, bah écoutez. Sur Michel-Ange, voilà, qui est plombier à Tulle. C'est pas con ça. Sinon, il y a le nouveau film de ce tocard de Johann Sfar, Petit Vampire, adapté de sa propre bande dessinée. Et sinon, donc il y a pour le coup un film d'un grand metteur en scène, c'est le nouveau film de Wiseman qui s'appelle City Hall. Donc un nouveau documentaire fleuve de plus de 3 heures, mais qui a l'air en tout cas pas tout mal, qui se passe à Boston. Ouais, sur la mairie de Boston. Exactement. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres news, mais sinon on va. Finalement, c'est bien, ça repart un peu là. Ouais, voilà, ça repart un peu. Il y a quelques petits trucs qui sortent et même directement sur les internets, sur les plateformes de streaming, comme on dit, il y a des choses qui sortent. Il y a notamment cette semaine, il y a Borat 2 avec son titre à rallonge que je ne prononcerai pas parce qu'il fait à peu près 15 lignes, mais qui donc a l'air tout à fait chouette. Et je pense aussi qu'on en parlera. En tout cas, moi j'ai très envie de le voir. Ça sort sur Netflix ? Ça sort sur Amazon Prime. Ah pardon, ok. Amazon Prime, ouais. On va passer à la section critique de cette émission, donc du côté du cinéma de George Miller et où on doit apprendre à se battre. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Francisco de Massy avec A Man Must Fight, extrait de la bande originale d'un western dont j'ai totalement oublié de noter le titre. Mais voilà, vous l'aurez reconnu de toute façon avec cette tonalité et ce charme qui est propre aux musiques de western italien. Et A Man Must Fight, c'est un peu un rapport quand même avec ce dont nous allons parler dès à présent, puisque nous allons parler de Lorenzo, aka Lorenzo's Oil, titre original quand même bien plus à propos. Film de George Miller de 1992, donc qui vient d'être réédité chez Elephant Film et qui est accompagné d'un seul bonus qui est d'une longue interview du critique et journaliste Rafik Djoumi qui a pas mal écrit sur George Miller et qui revient notamment sur le rapport que George Miller a à la mythologie et au mythe de manière générale. Et il en est question donc dans ce film-là qui est based on a true story, comme on dit. Donc qui est basé sur l'histoire de parents qui s'appelaient Augusto et Michaela Odone qui avaient un fils donc qui s'appelle Lorenzo qui en 1984 tombe soudainement malade d'une maladie qui est encore presque inconnue des médecins parce que ça fait à peine une dizaine d'années que des médecins voient qu'il y a certains symptômes qui apparaissent qui seraient communs et donc c'est une maladie qui s'appelle l'adrénoleucodystrophie que nous appellerons ALD sous son petit acronyme beaucoup plus facile à dire et qui est en fait une genre de dégénérescence du cerveau où il fait qu'il y a certains corps gras qui en fait bouchent le cerveau. Je ne vais pas tenter d'expliquer ça, c'est très bien fait dans le film, hein, vous verrez. Et donc c'était pas un virage non plus total dans la carrière de George Miller. Ça fait partie des films de sa carrière américaine, on va dire, parce que 5 ans avant, il avait réalisé Les Sorcières d'Eastwick avec Jack Nicholson, notamment, film qui s'était très très mal passé sur son tournage. Ça avait été une genre de grosse catastrophe. Le film est sympa pourtant. Le film est plutôt chouette, mais là Miller revient, on va dire, vient en tout cas un sujet plus intime parce que après notamment sa saga des Mad Max et son film pour la 4e dimension, enfin son dernier sketch pour le film La 4e dimension qui était sorti en 1984. Donc entre-temps, Miller avait bossé en Australie sur beaucoup de séries télé très très différentes, des séries soit à caractère politique, en tout cas à caractère social, où il commençait déjà avec ses équipes à creuser un terreau, ou en tout cas des histoires un peu plus réalistes que ces Mad Max ou que Les Sorcières d'Eastwick. Et là, il vient vraiment à un truc qui serait très très marqué dans un truc de concret, un film qu'il a écrit avec quelqu'un qui est plutôt un dramaturge, donc un auteur de pièces de théâtre australien qui s'appelle Nick Enright. Et il commence à travailler sur le film car lui, en tant qu'ancien élève d'une
élève de médecine, il a arrêté en 4e année, je crois, si je ne m'abuse. Donc, de toute façon, ce sont des choses qui l'intéressaient. Et lors de la sortie du premier Mad Max, c'est là qu'il a commencé vraiment à s'intéresser au mythe et à la mythologie de manière générale, qui est un creuset qu'il va continuer à travailler avec les Mad Max et dans ses différents films, y compris dans les Babe et puis dans la Happy Feet. Mais là, il profite, on va dire, il profite de Lorenzo pour faire un genre de drame médical d'horreur dans lequel il va incorporer des thèmes sur la mythologie et sur la spiritualité de manière générale. Et il va réunir une équipe avec laquelle il retravaillera plus ou moins par la suite, notamment en termes techniques, puisque il travaille avec John Seal, qui à l'époque était un des chefs opérateurs, on va dire, préférés de Peter Weir, et avec lequel George Miller retravaillera 20 ans plus tard pour Mad Max Fury Road, qui sera le dernier film en tant que chef-op de John Seal avant qu'il ne prenne sa retraite. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de points communs dans le filmage de l'action et des scènes médicales, on va dire, entre les deux films-là. Et c'est un film... Voir des mouvements de caméra. Voilà, je pense de toute façon on va reparler de la mise en scène tout à l'heure, mais il y a des choses assez impressionnantes. C'est un film qui est quand même très éprouvant. Je vais pas dire que c'est un feel good, même s'il y a quand même beaucoup de notes d'espoir dans le film, mais c'est un terme un film qui est en termes de drame humain, de drame médical et de drame de l'enfance, on peut dire, et de drame sur la lourdeur du système administratif et médical est vraiment très très éprouvant, et je pense que c'est encore pire pour les gens qui ont des enfants. Peut-être pourrez-vous nous en parler, monsieur Fleuret. Mais c'est vrai que c'est un film qui ne tombe jamais dans la malveillance, dans la complaisance, parce que ça pourrait être assez facile de faire un film qui serait très larmoyant sur un enfant qui tombe malade, puis sur des parents qui seront des parents courage, qui vont aller se battre contre vents et marées pour le sauver, tout ça. Alors que je trouve que, évidemment, il y a de ça, mais qu'on évite tous les écueils d'un truc qui serait complaisant, qui serait malaisant, qui serait un genre de pornographie du sentiment. Et je trouve que c'est le truc le plus impressionnant dans ce film, d'avoir un sujet aussi lourd et d'en faire pas quelque chose de léger, mais d'aussi bien rythmé et d'aussi bien maîtrisé. Thibaut. Alors oui, je souscris à ce que tu dis, et en fait la première séquence vient totalement illustrer ce propos, dans le sens, donc le film commence avec une séquence aux Comores, et tu sens direct lors de cette introduction qu'il y a un élément qui va intéresser George Miller, c'est la question du respect. Qui n'a pour le coup rien à voir avec la séquence d'intro de Parole de flic avec un J'ai pensé à ça en voyant le film. Je le savais. En fait, tu sens que Miller a de l'amour directement envers ses personnages, et moi c'est une scène qui m'a fait penser, cette déclaration d'intention, d'amour, oui. Non seulement pour les personnages, mais aussi pour les peuples de manière générale, et pour le respect des traditions et des mythes. Oui, parce qu'en fait, cette séquence va se retrouver, bien entendu, elle est là pour montrer le respect que George Miller porte à l'humanité, et puis, bien entendu, sans spoiler le film, mais cette séquence a une importance vers, on va dire, dans le dernier tiers du film. Mais en fait, c'est une séquence qui m'a rappelé en termes de respect, d'imagerie, on va dire, égalitaire entre les peuples et les civilisations. Ça m'a rappelé le Constant Gardener de Fernando Meirelles, où en fait, tu sens que des personnes blanches donc vont aider une population un peu plus déshéritée, mais jamais on va rentrer dans la condescendance. Et en fait, Miller va traiter le drame exactement comme ses héros, donc le couple O'Donnell, traite les Comoriens, en fait. Toujours avec... D'autant que tu vas avoir un retour justement dans le dernier tiers du film sur cette transmission. Qu'il ne faut pas dire, parce que c'est un retour absolument bouleversant, hein, bien entendu. Mais voilà, donc déjà ça c'est un premier axe de film, c'est cette question du respect. Et comme tu le dis, ce côté pornographie émotionnelle va être très bien évité de la part de Miller, parce que comme la comédie, il me semble que le drame peut aussi être une question de timing. Et ici, donc, il use beaucoup de fondu au noir. Et en fait, alors bien entendu, il y a certains plans sur cet enfant malade. On est quand même à Washington, et à Washington, filmer des enfants malades, William Friedkin l'avait déjà fait avec L'Exorciste. Donc voilà, c'est des petites comparaisons qui m'amusent. Mais voilà, il évite ça. Alors bien entendu, il y a l'utilisation du gros plan, mais le gros plan va plus être via des parties de corps, des mains, des pieds ou des cheveux. Et Lorenzo en fait va souvent se retrouver un petit peu obstrué, ou du moins caché par un élément de décor, par un personnage qui du coup évite cette pornographie émotionnelle. Et après il y a un autre truc, mais peut-être que j'en parlerai après, c'est en fait l'écriture du film, qui fait que il est impossible de dire que Miller exploite cette misère à des fins purement émotionnelles et
purement, tu avais dit un terme tout à l'heure dont je... De complaisance. De complaisance, voilà. Et ça, on sait que Miller aime toujours ses personnages. Et ici, il me semble, avec un sujet aussi fort, il me semble que c'est la plus éclatante des preuves de l'humanisme en fait du cinéaste australien. Et sur la mise en scène aussi, du coup, tu parlais des gros plans, c'est surtout, il y a énormément de courtes focales, voire de très courtes focales, au début du film notamment, mais les focales ont tendance un peu à s'ouvrir au fur et à mesure du métrage, justement, où tout d'un coup on prend un peu plus d'air sur la fin du film. En fait, il y a 3 éléments, moi, il me semble, en premier tiers du film. Il y a, comme tu dis, la très courte focale, il y a le plan débulé et il y a le long travelling, où tu sais très direct... 90 tout ça, quand même. Ouais, mais tu sais direct... on va passer sur les costards des persos qui sont très 90 aussi. Oui, mais tu sais direct en fait que le film va être très éprouvant, et là donc on est carrément peut-être sur une imagerie de film d'horreur. Et en fait, tu sais très bien que le drame ne va en être que plus étourdissant. Et Miller, en fait, a la force de ne pas du tout être cynique, alors que dans les années 90, on va commencer un peu postmodernisme, un peu cynisme, tout ça machin. Et en fait, Miller, il prend le truc au premier degré, au pied de la lettre, et il y va à fond, et il s'inscrit directement dans le drame. En fait, c'est un cinéma qui est direct, et c'est en ça qu'il fait du bien, et c'est également en ça que le film évite toute complaisance. Avant de passer la parole au Doc, donc je rappelle comme que le duo principal est incarné par comme deux bonnes grosses stars de l'époque, et 2 monstres qui sont Nick Nolte et Suzanne Sarandon, et en troisième rôle il y a Peter Ustinov qui joue le rôle d'un docteur. Donc c'était pas non plus un casting d'inconnu. Le film a été malgré tout un bid énorme au box-office, mais en tout cas c'est vrai que Sarandon et puis Nick Nolte apportent un très truc impressionnant. Alors que Nick Nolte qui joue un Italien a priori, au début ça désarçonne un petit peu quand il surjoue son accent, et finalement en fait ça passe crème, comme on dit, docteur. Ouais, bah justement, voilà, moi je trouve que ce qui empêche aussi le film de tomber dans la complaisance, malgré quand même une certaine frontalité, moi je trouve quand même à certains moments, mais qui relève effectivement plus des codes du film d'horreur finalement que de ceux du mélodrame. C'est les acteurs, quoi. Je veux dire, Suzanne Sarandon, moi je trouve qu'elle est elle est comme d'habitude impeccable. Et Nick Nolte effectivement derrière un surjeu. Moi je trouve qu'il compose un personnage assez intéressant, parce que moi je trouve que l'un des aspects qui m'a intéressé dans le film, c'est aussi comment réagissent les parents par rapport à ça, et le fait qu'ils vont tous les deux dans des directions, ils arrivent à rester unis tout en allant quand même dans des directions pour affronter la maladie qui est quand même qui sont quand même assez différentes, parce que elle se renferme de plus en plus, avec un côté de plus en plus excluant vis-à-vis des gens qui l'aident, de sa sœur, des infirmières, enfin voilà. Je trouve qu'il y a l'idée de la folie, en fait, moi je trouve qui est là, quoi. C'est-à-dire l'idée que ce traumatisme en fait qu'ils sont en train de vivre, il faut qu'ils arrivent à tenir en tant que couple et en tant que parents, et c'est pas évident, parce que elle part dans quelque chose qui quand même devient de plus en plus irrationnel, quoi. Et lui, c'est assez marrant, part dans la recherche, part dans quelque chose, part dans une espèce de surérudition qui illustre cette scène avec les trombones, où il est endormi à un bureau entouré de trombones, et tout ce côté, comment est-ce que son désir de comprendre devient quelque chose là aussi quelque part d'irrationnel, c'est-à-dire qu'il est hyper rationnel, et en faisant ça il devient lui-même aussi irrationnel, et en fait c'est comment tous les deux ils gèrent, et comment il y a des fois ça se passe pas très bien, et c'est vrai que et en plus moi je trouve son espèce alors que le film fait quand même assez long, parce qu'il fait quand même 15, il fait ses 2h15, fastoche, et moi je trouve que pendant tout le film il y a quand même ce sentiment d'urgence, mais qui est lié justement au montage assez fondu au noir, où à chaque fois que l'image réapparaît on voit combien de temps il se passe on nous dit tant de mois depuis le diagnostic, en gros le film, et nous on sait que le gamin il a 10 mois à vivre, en gros, le film se déroule entre 1984 et 86, la fin, c'est ça, 86, 87. Et en fait nous c'est ça le truc aussi, c'est que d'entrée de jeu, en fait, nous on nous dit clairement, dans une des premières scènes du film, on nous dit le gamin il a tant de mois à vivre. Voilà, il reste tant de mois pour trouver. Parce que normalement, dans tous les autres cas qui ont été vus, les enfants restent 6 mois, un an maximum. Donc il y a une espèce d'épée de Damoclès comme ça qui est perpétuelle pendant tout le film, et qui pèse sur les parents. Et c'est là que justement c'est là qu'à mon avis on retrouve l'histoire du mythe, parce que qu'est-ce que lui offre son pote aux Comores, au tout début du film, une espèce de poignard en bois, et qui à mon avis a un sens vachement symbolique, quoi, qui est à la fois justement la représentation de cette espèce d'épée de Damoclès qui va se trouver au-dessus de ce gamin et de ses parents, et en même temps c'est la figuration d'une combativité qui fait que en fait déjà naturellement il vit plus longtemps que les autres cas.
Et en plus, bon, il va se passer des choses qui vont faire avancer la recherche, etc., etc. Mais voilà, moi je trouve que le comment dire, c'est un film que j'ai trouvé très surprenant. Et je comprends qu'il n'ait pas marché du tout, par contre, parce qu'aujourd'hui déjà, ça serait impossible de le faire de cette manière-là, parce que c'est trop quoi comme film, quoi. C'est trop frontal dans la représentation des scènes médicales. Dans la douleur de l'enfant. Il y a des trucs, il y a un aspect, je trouve, qui a un poil vieilli en termes de scénario, c'est cette espèce d'opposition entre ces médecins qui n'arrivent pas à se décider et puis l'industrie pétrolière qui, elle, débloque les machins en 2 temps 3 mouvements. Bon, ça, je pense que c'est ça aussi, c'est très années 90, ça, je trouve. C'est très Clinton, quoi, cette espèce d'idée, ouais, on va allier les trucs institutionnels avec les trucs industriels et tout, et on va trouver des traitements et tout ça. Alors, je dis pas que ça s'est pas passé comme ça, hein, dans la vraie histoire, hein, mais c'est vrai qu'il y a une espèce, je trouve, de forme d'idéalisme, finalement, qui effectivement, c'est tout à fait ce que tu disais, quoi. Qui est très hollywoodien, ouais, mais et qui effectivement, années 60. effectivement, faut accepter l'idée de cette absence totale de cynisme, en fait. Et on se rend compte à quel point cette absence totale de cynisme, elle a disparu, en fait, du cinéma, même du cinéma de divertissement premier degré, où tout n'est plus que clin d'œil et référence. Et du coup, maintenant, on se rend compte, on se dit, il m'a fallu un peu de temps avant de rentrer dans quelque part, entre guillemets, dans l'espèce de candeur, en fait, qui règne à l'intérieur du film, et le fait que je me suis dit, ah ouais, donc ça va pas être un film de hors-champ. Ça va être un film bien in the face, quand j'ai vu commencer à voir les premiers plans débulés et tout, je me suis dit, ah ouais, donc d'accord, George Miller, il a pas assagi sa mise en scène sous prétexte qu'il fait un traitement qui traite d'un sujet contemporain non fantastique, quoi. Parce que moi, j'ai retrouvé des trucs, il y a une scène de rêve, par exemple, qui ressemble beaucoup au début de Fury Road, quoi. Donc voilà, c'est très cut, avec des flashs, avec des caméras qui avancent très vite. La musique d'Horner qui pour le coup s'emballe totalement. Et non, c'est assez étonnant de voir comment un mec continue à conserver son style finalement dans un type de film qui est vraiment très très différent de ce qu'il a fait avant et qui est très différent de ce qu'il fera après. Thibaut. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais en termes de frontalité, ce qui est intéressant dans l'écriture du film, c'est que c'est un drame qui est écrit à l'envers. C'est-à-dire que les premiers 3 quarts d'heure du film sont une épreuve absolue. Je pense que j'en ai eu des spasmes de larmes, surtout que moi je l'ai vu plusieurs fois le film, donc en fait à chaque fois tu te dis putain mais c'est pas possible, je sais que je vais chialer la peau. Et en fait au fur et à mesure du film, alors je dis pas que l'émotion se décante, hein, bien au contraire. Mais en fait, il y a ce côté enquête, il y a ce côté thriller. De faire comprendre aussi comment ça se passe. Et en fait, le film est écrit à l'envers. C'est-à-dire que tu pleures au début. Non. Tu cascades de chiales au début et à la fin, tu comprends. Et en fait, c'est totalement à l'inverse, quoi. On n'est pas sur à la fin, oh là là, on va avoir des grandes émotions. Non. Miller, lui, il inverse totalement le rapport qu'on a par rapport à notre construction dramatique. Et c'est pour ça aussi que ça prend un rebours, justement, le côté de pornographie du sentiment. Totalement, en fait. C'est que tout est dit dès le début. Enfin, le pire est quasiment montré effectivement dans la première heure, quoi. Donc. Et pourtant, Miller, donc je disais, il fait très peu de. La première scène où on voit Lorenzo avec des symptômes assez forts, c'est quand même sans équivoque, quoi. C'est que la caméra recule. Donc en fait, elle s'éloigne quand même du personnage. Le plan est absolument magnifique. Là, c'est même pas possible en termes. C'est un paquet de mouchoirs tous les dixièmes de seconde, mais c'est quand même une caméra qui recule, qui essaye de se faire pudique. Et petit à petit, en fait, la pudeur va s'installer, malgré un sujet d'une incommensurable dureté. Il y a un plan qui est très bien, alors là, qui est plutôt autour de cette question de la spiritualité, qui est un thème qui revient quand même plusieurs fois. Je voulais venir sur la question du symbolisme. Et juste citer ce plan-là, moi j'ai trouvé que ça c'était un très beau plan, en fait, où ils sont à l'église, en fait, les parents sont à l'église, le gamin commence à avoir des crises, donc on sait que c'est en train de mal se passer, quoi. Et en fait, ils sont à l'église et il y a un plan zénital, voilà, qui prend l'intégralité de l'assemblée, qui se rapproche ensuite, pas sur Suzanne Sarandon, en fait, et en fait ça se rapproche sur le crâne de Suzanne Sarandon, et à un moment elle lève les yeux, donc elle fait un regard caméra, et on sent, moi je trouve qu'il y a un rapport avec le spectateur qui est intéressant, où là pour le coup le spectateur se trouve vraiment à la place de Dieu, mais avec dans le regard de Sarandon un doute sur son existence, et on sent qu'à ce moment-là sa foi est en train de vaciller. Moi je trouve que c'est un plan qui est à la fois très spectaculaire et en même temps qui dit plein de choses sur il fait sur ça ce qui est en train plusieurs fois d'arriver dans le au film, personnage. parce que t'as aussi notamment une scène où Nick Nolte
apprend ce qui va vraiment arriver à son fils et il pleure dans l'escalier, il tombe dans l'escalier et il tombe en fait et c'est pas un gros plan, c'est un plan zénital qui se rapproche, pareil comme s'il avait tout le poids du monde sur ses épaules et sur tout le côté de la métaphore christique et on va dire c'est ça, du symbolisme religieux, de la résurrection, quoi, c'est quand même il y en a quand même beaucoup, il charge quand même bien la mule là-dessus, Miller, mais c'est vrai que dans tous les sens, que ce soit en termes de la musique qui est de Horner, qui est à la fois très inspiré de rythmes tribaux, on va dire, qui viendraient des Comores, et de la musique sacrée qui viendrait plutôt d'une inspiration catholique. Il mêle un peu tout ça, et en termes de mise en scène, en termes d'imagerie, donc sur le côté christique, sur la résurrection, sur les mythes de manière générale. Mais c'est pas un film bigot, c'est-à-dire que les personnages sont pas bigots à l'intérieur du film. Au contraire, parce qu'ils perdent un peu leur foi. Donc, Mais en fait, c'est un peu ce qu'on disait autour de Bad Boy Bubby, qui est à la fois un film athée et en même temps un film mystique. Et en fait, Lorenzo, Bad Boy Bubby, qui est un film australien aussi. Qui est un film australien, oui. Donc en fait, faire des parallèles en fait entre ce que dit comment en fait le cinéma australien, alors ce sont certes que 2 films, mais il y a des parallèles qui sont assez intéressants. Et en fait ici c'est pareil, c'est en même temps un film mystique et en même temps un film hyper scientiste. Mais comme chez Peter Weir finalement, quand tu regardes La Dernière Vague, c'est ça La Dernière Vague, hein, t'as ce côté-là aussi, cette espèce de mystique, de films qui sont dans le réalisme et en même temps avec une espèce de dimension, je dirais pas même pas mystique, moi je dirais spirituelle, quoi, quel que soit le type de croyance auquel ça se rattache. Parce que ça mêle justement différentes approches religieuses, que ce soit chez Peter Weir dans La Dernière Vague, c'est les aborigènes plus le catholicisme. Il y a ça dans pas mal de films australiens en fait, ce mélange des genres et des mythologies, un peu panthéiste, du fait des colons anglais et puis des aborigènes. Et quand Miller il va comme il a beaucoup bossé sur la question et sur les mythologies comparées notamment, donc il compare ça avec d'autres mythes, que ce soit des mythes qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe, tout ça, pas pour en faire un globi-boulga, mais un peu des parallèles et des évidences finalement. Parce que même le titre, moi je trouve que Lorenzo's Oil, c'est un titre qui est presque biblique. Enfin, je trouve qu'il y a une connotation presque biblique. Hein. Moi j'avoue que je savais pas du tout de quoi parlait le film. Hein. Moi j'avoue que je connaissais pas du tout ce film-là de Miller. Donc je l'ai découvert à l'occasion de l'émission, et même si vous m'en aviez parlé avant, mais je m'avais un peu zappé de quel était le sujet. Et c'est vrai que voilà, ce côté religieux, ce côté presque martyr, quoi. Enfin, martyr de la science, avec en même temps des médecins qui sont pas montrés comme des salauds. Enfin, je trouve que tout le monde. Mais qui sont aussi freinés par la lourdeur de la recherche, pardon. Ou même les gens de l'association, pour les gamins qui ont cette maladie, qui veulent faire les choses dans les règles, respecter un certain nombre de trucs, et qui sont un peu heurtés par le côté empressé, quoi, de respecter les protocoles. Voilà, respecter les protocoles, et même eux qui passent plutôt un peu pour les méchants du film, je trouve qu'ils finissent par avoir leur moment en fait quand à un moment ils s'énervent, ils disent mais vous essayez à tout prix de le sauver, mais est-ce que vous avez déjà pensé que peut-être votre enfant a envie d'en finir? C'est terrible ça. Ouais. Mais pour revenir ce côté là-dessus, en fait, par rapport à la représentation des médecins ou de l'association, il faut bien se rendre compte que Miller du coup filme Sarandon et Nolte toujours ensemble, c'est-à-dire que même quand il y a un chant contre chant, ils vont toujours être ensemble, donc ça c'est très très intéressant. Et puis ils sont toujours, quand il y a des mouvements de foule ou des dîners ou des espèces de colloques où il faut réfléchir sur la maladie, débloquer tel fond, patati patata, en fait tu te rends compte de l'immense solitude de ces personnages du couple O'Donnell. Et c'est des choses qui sont très simples, mais le dernier repas qu'ils font, donc en plus ça se passe à Rome, enfin bref, et en fait Miller là pousse un petit peu les potards. Il y a une espèce de, le décor en fait se défait, le noir apparaît autour de. Il y a un long travelling en fait qui remonte la table pour aller. Et puis tu vois Augusto O'Donnell en fait dans son immense solitude, mais c'est des choses qui sont extrêmement bien foutues, mais néanmoins Miller ne peut s'empêcher, il me semble, de mettre un petit taquet à l'administration. Il me semble que c'est son film le plus concrètement politique. L'administration Reagan, donc c'était qui est quand même nommé. C'est nommé explicitement, et bon, Reagan, c'est quand même le mec qui a libéralisé tout ce qui est service public aux États-Unis. Et en fait, là, Miller. Oui, mais il était bon acteur. Oui, en plus. Quoique. Mais voilà, il me semble, Miller a toujours fait des films politiques, ou du moins ancrés dans le contexte. Même Mad Max 2, l'introduction de Mad Max 2 reste une énorme introduction politique. Mad Max Fury Road est un immense film politique. Mais ici, on est sur de l'allégorie, sur des choses un petit peu plus éparses. Ici, c'est cité
concrètement, nommément, et c'est assez rare de On la est part de plus, on est Miller. plus dans la tradition britannique du film social, c'est-à-dire David contre Goliath. Je veux dire, même si ça se passe de manière un peu différente, mais on retrouve ça, quoi. On retrouve ça dans le cinéma britannique, dans le cinéma australien, quoi. Cette idée de montrer les mécanismes en fait qui régissent un domaine de l'humanité, quoi, et de montrer les contradictions qui sont à l'intérieur de ça, quoi. Et moi, je trouve que voilà, le personnage de Peter Ustinov est très bien parce qu'il est justement, c'est pas un méchant, quoi. C'est un mec obligé de composer avec des choses qui sont totalement indifférentes aux parents donnés, et on comprend très bien pourquoi aussi, quoi. Et puis c'est Peter Ustinov, il a tout de suite comme un caractère de sympathie. Voilà, qui est tout de suite qui est toujours classe. Oui. Et en plus, alors par contre, c'est un film de second rôle des années 90, mais c'est un James Reborn et tout. C'est un festoche. Et moi, alors quasiment chaque scène, je me dis bon, qui vont sortir maintenant. Donc il y a plein de gueules, plein d'acteurs à tronche des années 90. Donc si vous aimez les acteurs secondaires à tronche des années 90, Il y a la mère de la famille Bennett dans Justified d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Ouais, Oh putain, maintenant que tu le Eh dis. oui. S'il y a du monde. Ouais. Donc c'était Lorenzo. Mais c'est un Pour finir, Thibaut, oui, on est charré. ça reste quand même un film, c'est quand même un feel good movie, il faut bien le préciser. Alors, non, c'est un feel good movie au final. Voilà, Ouais. oui. Ouais, parce que c'est pas feel good tout le temps. C'est pas feel good pendant 2 heures. C'est pas un peu film plus feel good plombant, pendant en un fait. quart d'heure. Voilà, c'est un film avec une vraie luminosité, une vraie C'est un beau lumière film, à la ouais. fin. C'est un beau film. Voilà, donc c'était Lorenzo's Oil, aka Lorenzo chez nous de George Miller, donc qui a été réédité en Blu-ray chez Elephant Film il y a quelques semaines. On va passer à un tout autre genre et on va quitter l'huile de Lorenzo pour aller boire de la pitanche et on va remonter genre d'histoire des gens bourrés. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était les Melvins avec A History of Drunks. Et de gens qui sont drunks bourrés, comme on dit chez nous, il va en être question dans le nouveau long métrage de Thomas Vinterberg, le rigolo et rigolard réalisateur danois, donc avec son nouveau film Drunk en danois, Another Round dans la langue de Shakespeare. Druk. Et donc de quoi que ça parle, Drunk? Eh bien ça parle de 4 copains qui sont tous profs dans le même lycée. Donc le personnage principal est notamment interprété par l'amoureux de Justine, Mads Mikkelsen. Et donc ils ont tous lesquels ils sont un peu déprimés dans leur vie. C'est un peu le ronron. Ils ont tous à peu près la quarantaine ou un peu plus. Donc la vie de couple ça va, mais c'est un peu chiant. Les élèves ne le respectent plus. Ils s'emmerdent tous. La crise de la quarantaine, quoi, comme ça arrive à tout à chacun. Comme ça m'arrive à moi, là, depuis Voilà. J'ai pas encore 40 ans. Oui, je sais, c'est pour ça que je te rassure. Il y a Et que moi qui connais ça Et ici. donc, ils vont se baser sur l'expérience d'un chercheur norvégien qui part de son hypothèse qu'il manquerait à tout être vivant 0,5 grammes d'alcool dans le sang. Et donc, ils vont décider d'expérimenter et de boire, donc en restant constamment, en tout cas toute la journée, mais pas le week-end et pas après 20h, avec 0,5 grammes dans le sang. Et après, l'expérience va augmenter au fur et à mesure. Et donc, évidemment, ça va créer quelques soucis, car nous rappelons que l'alcool est mauvais pour la santé. C'est Voilà. comme la drogue, c'est de la merde. Voilà, exactement. La drogue, c'est de la merde. Dis leur merde aux dealers. Et donc, Thomas Vinterberg, son dernier film, c'était Kursk, une production Luc Besson il y a 2 ans, donc sur le drame du Kursk. Et oui, je vous rappelle qu'il avait sorti ça. Et avant, donc, il a fait La Communauté. Et il avait déjà tourné avec Mads Mikkelsen en 2012 dans le film La Chasse. Voilà. Et donc, Thomas Vinterberg, c'est un camarade de jeu de Lars von Trier au milieu des années 90, quand ils avaient tous les deux décidé de créer cette grosse blague qui était le Dogme 95 auquel personne ne croyait à part Jean-Marc Barr. Et donc ils ont mené tous les deux des chemins un peu différents, même si après Lars et Thomas retravaillent ensemble. Personnellement, j'ai toujours plus une appétence pour le cinéma de Lars von Trier parce que je trouve qu'il est drôle. C'est ce qui manque un peu souvent, je trouve, au cinéma de Thomas Vinterberg, et notamment dans celui-là où il y a effectivement un côté assez joyeux dans cet esprit de camaraderie entre les différents personnages, mais ça manque un peu, je trouve, de cette légèreté, de cette finesse où finalement le film fait comme très danois, ce qui moi ne m'intéresse, en tout cas ne me passionne pas forcément quand j'ai vu en salle. J'ai trouvé peut-être un petit problème de rythme parce que le film c'est 1h55 bien tapé, mais comme on en parlait avec le doc en antenne, c'est vrai qu'il y a un côté de film de copains qui est quand même assez chouette parce que c'est un des sous-genres les plus chouettes du monde finalement, les films de copains qu'on voit assez peu, et d'autant plus que c'est un film de copains autour de l'alcool et qui justement ne professe pas de discours soit sur les bêtises que font les gens, soit sur les bêtises que font faire l'alcool ou sur la consommation de l'alcool de manière générale, même si évidemment on voit quand même l'évolution et des problèmes que peuvent créer l'alcool. Non, mais c'est un film destiné à un public adulte qui est censé savoir de quoi on parle. Oui, a priori, oui. Donc, effectivement, avant c'est de pas vous un film éducatif, quoi. la parole, docteur Justine.
Qu'avez-vous pensé de ce film de Thomas Winterberg? Alors, je pense que le film, dans l'ensemble, moi, ce qui m'a beaucoup plu, et tu viens de le souligner, c'est vraiment son point de vue non moralisateur. Donc, en fait, il a quand même un point de vue, mais pas du tout moralisateur. Et ça, j'aime beaucoup ça chez Winterberg, contrairement à ce qu'en dit un Paul Vecchiali, ou voilà, qui honnie un peu cinéaste. Bon, c'est pas un cinéaste que j'aime beaucoup. Je suis un peu indifférente. Là, pour le coup, j'ai quand même passé un bon moment. Je trouve que le rythme est vachement bien balancé. J'aime bien la construction du film, cette espèce de progression. Donc, on les suit étape par étape. Ils essayent d'aller toujours plus loin, de se mettre toujours plus d'alcool dans le sang, et puis avec leur éthylotest, tout ça, c'est chouette vraiment. Et on sent l'implosion arriver, plutôt l'explosion, parce que il y a des dommages collatéraux évidemment. Et pour le coup, le dernier tiers du film, je l'ai trouvé assez atroce. Je trouve que le film vraiment souffre de cette dernière partie, où tout rentre un peu dans les cases, et j'aurais aimé quelque chose d'extrêmement radical, un peu irrévérencieux, un peu anarchiste. Et là, j'ai affaire à une espèce de grosse guimauve un peu molle, mais à la fois hyper triste, hyper noire. Et donc, je pense que là, il a été rattrapé par l'écriture. Il a voulu dire tellement de choses, et à la fois être assez simple en fait dans son propos. Mais je pense qu'il manque beaucoup de substance, notamment. Il manque trop de folie, justement. C'est pour ça que le film retombe un peu trop sur le terrain qu'il a balisé, finalement. Complètement. Et c'est pour ça que j'étais vraiment déçue par la fin, où je m'attendais vraiment à quelque chose de très radical. Là, qui retombe à plat, c'est un peu léger, quoi. Voilà. Donc. Docteur. Ouais, bah alors moi c'est vrai que moi j'ai bien apprécié le film. Effectivement, c'est un film qui est assez facile en termes de scénario, mais c'est un peu d'ailleurs tout le cinéma de Winterberg, c'est ça, hein, je veux dire, même Festen, enfin je veux dire, c'est pas qui était son premier film. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qu'on a un peu trop réduit en fait à ce Festen en fait, voilà, et dont on attend comment dire une force conceptuelle qui à mon avis plus forte chez Lars von Trier. Je pense qu'il se voit, et même je pense que Winterberg se voit pas comme ça. Je pense que moi justement c'est ça que moi par contre j'aime bien par rapport à Lars von Trier, c'est quelque part une absence de prétention, je trouve, qui est tout à fait bienvenue dans le cinéma danois. C'est-à-dire que le film est quand même assez... il y avait de ça déjà dans La Chasse, qui est un peu son corollaire. Les Danois, c'est vrai qu'entre Nicolas Winding Refn et puis Lars von Trier, c'est pas la holistique qui les étouffe. Oui, je trouve que Winterberg, il offre une espèce de troisième voie qui est alors évidemment qui est moins, c'est sûr, qui est moins flamboyante, moins séduisante, moins dépressive et moins flamboyante que ça, ou en tout cas voilà. Mais je trouve que moi j'ai trouvé que c'était alors d'une part moi j'ai trouvé que c'était super bien filmé. Les rapports de focale, les plans caméra à l'épaule. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même. Moi j'ai trouvé que justement c'est. Moi j'ai trouvé que le film, sans être très beau, le film je trouve épouse vraiment la mise en scène épouse vraiment le corps des acteurs. Et moi j'ai trouvé ça très agréable, avec des jeux de lumière, avec des scènes qu'on met, enfin des pièces qu'on met dans le noir, qu'on rallume. Enfin il y a plein des jeux sur les silhouettes et tout ça. Enfin voilà, c'est pas forcément très visible. Enfin c'est pas très manifeste, mais j'ai trouvé qu'il y avait moi j'ai trouvé quand même que la mise en scène était assez élégante. En tout cas la partie visuelle de la mise en scène. Et puis pour moi il y a quand même un autre truc, et moi j'avoue que ça fait quand même du bien, c'est le plaisir qu'il prend à filmer ses acteurs. Et c'est vrai que quand on a des corps de cinéma effectivement comme Mads Mikkelsen ou comment il s'appelle Bo Larson qui jouait dans Festen, si mes souvenirs sont bons, hein, voilà, qui était donc il y a ce côté. Alors c'est ça qui m'a plu en fait, c'est que le film de potes, tu sens que c'est un film de potes en dehors du tournage. Tu sens que c'est des gens qui se connaissent bien. Tu sens que les acteurs ils sont contents d'être ensemble. Ils sont à l'aise. Ils sont contents d'être ensemble. Je trouve que les deux autres acteurs qui sont un peu plus jeunes sont très bien là, avec alors qu'ils ont des têtes de rien, quoi. Enfin tu vois. De cadre. Voilà, ils ont des têtes de voilà, et ils sont très bien, et voilà, moi j'ai trouvé que voilà, effectivement si ça faiblit effectivement dans le troisième tiers, parce que ce qui est intéressant c'est cette progression presque pédagogique, enfin voilà, scientifique dans l'alcoolisation. Voilà, c'est vrai que si ça faiblit, il y a des facilités sans doute de scénario à la fin, notamment la disparition d'un personnage, je trouve qui est un petit peu téléphoné. Mais voilà, moi j'avoue que j'ai un petit faible quand même moi pour ces films-là.
Et donc voilà, donc du coup, sachant que Mads Mikkelsen, moi je le trouve toujours assez formidable comme acteur. Moi je partage totalement le point de vue de Justine. D'autant plus qu'il y a une scène finale, voilà, où il a les yeux dans le vague. Il y a une scène finale où il est très bien. On va pas dire ce qui se passe, mais il y a une scène finale où voilà qui est extrêmement réjouissante. Et à la limite rien que pour sa scène finale, le film vaut le coup d'être vu quand même. Voilà. J'en perds mon latin. Non, mais moi je trouve que peu importe ce que Mads Mikkelsen fait, il est absolument incroyable. C'est un acteur de génie, je l'adore. Mais bon, bref, j'arrête ma déclaration, Mads, si tu m'entends. Mais non, par ailleurs, la dernière scène, moi je la trouve trop, mais à la fois très belle parce qu'en fait on nous tease tout au long du film sur voilà les capacités un peu sur un débordement. Voilà, exactement, sur Mads Mikkelsen qui peut enfin se lâcher. On le voit à chaque fois rattrapé en fait par ses amis, rattrapé un peu par son quotidien. Et là, tout le long du film, ses amis lui disent mais vas-y, lâche-toi, vraiment lâche-toi. Et moi je m'attendais à un truc mais complètement dingue, épique, et finalement c'est simple. En fait, et même dans cette scène-là qui est un peu plus flamboyante, qui en fait un peu des caisses, je trouvais le rapport hyper simple en fait, et je sentais vraiment la fierté de l'alcoolémie simple de Mads Mikkelsen. À l'inverse de ses potes qui vont jouer en slip dans des bars. Mais là aussi, moi je trouve qu'il n'y a pas dans le regard que porte du tabac, il n'y a pas de cynique. Moi j'ai pas trouvé le film cynique. Absolument pas. C'est vraiment un film de personnages, c'est un film effectivement sur la question de l'amitié, du vieillissement, enfin voilà, des thèmes assez rebattus, mais je trouve qu'à l'intérieur de ce schéma effectivement qu'on peut regretter de pas avoir été traité de manière plus originale, je trouve que le film s'en sort pas si mal que ça, voilà. Et puis Winterberg est absolument amoureux de Mads Mikkelsen. Je comprends tous ces acteurs, il n'y a pas que Mads. Oui, mais quand même les gros plans où on le voit un petit peu la larme à l'œil, c'est. Là, il y a des super. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des plans c'est beau. Mais après, moi, je te rejoins pas forcément sur la qualité plastique du film. En tout cas, je trouve que les idées de mise en scène sont un peu absentes. C'est une forme assez classique en fait. Ah oui, moi je trouve que mais de toute façon, Winterberg pour moi c'est un réalisateur. C'est pas un réalisateur, contemporain. Enfin, pour moi, Festen, c'est pas une erreur de parcours, mais Festen, c'est un truc de jeune, de jeunesse. Non, mais même quelque part, quand tu regardes Festen, ce qui a surpris les gens, c'est pas tellement la mise en scène, c'est surtout, parce que la mise en scène, finalement, c'est une mise en scène post-nouvelle vague qu'on a déjà vu ailleurs, mais c'est plutôt le fait d'utiliser la vidéo. C'est ça, c'est le support, en fait, qui faisait le côté avant-gardiste de Festen, pas tant que ça. Moi, je trouve ni la dramaturgie, qui est une dramaturgie de pièces de théâtre nordiques déprimantes, enfin, de Ibsen ou de trucs comme ça. C'est pas tellement ça. Moi, c'est vraiment Festen. Moi, je l'ai vu très tard, en fait, et je me suis dit, ah oui, d'accord, mais c'est pas tout ça pour ça. Quelque part, je me suis dit, non, c'est un film qui est intéressant. Il y a des bons personnages, c'est bien filmé, mais par contre, c'est pas. C'est une expérience cinématographique d'aller voir effectivement de l'image vidéo au cinéma, mais en dehors de cette expérience-là, c'est un film à mon avis relativement classique en termes de dramaturgie et même de choix de mise en scène. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise. La Chasse était un peu La Chasse, c'est un film qui est très simple aussi, quoi. Enfin, et moi finalement, au bout d'un. Moi j'aime bien Refn et j'aime bien d'une certaine façon Lars von Trier, mais j'ai absolument rien contre non plus un bon vieux classicisme à l'ancienne. C'est mon côté vieux con de droite. Voilà. Le côté crise de la quarantaine. Si ça peut être un peu si le message peut être un peu réac en plus, ça sera encore mieux. C'est parfait. Et c'était pas assez réac pour moi, tu vois. Voilà, c'est ça, trop démo. J'aurais bien aimé qu'ils disent que l'alcool pour les jeunes c'est mal, que c'est pas bien les jeunes de boire de l'alcool. Ouais, alors par contre moi ça m'a donné envie de boire. Je sais pas. Ouais, ça donne envie de boire. Parce que vous avez besoin de ça, tiens. Donc c'était Drunk de Thomas Winterberg qui est sorti mercredi dernier. On va passer au coup de cœur. Justine. Alors oui, moi c'est une chanson, une reprise qui s'appelle Black Hole Sun d'un groupe. Ah non mais attends, c'est une super chanson. Black Hole Sun, c'est une chanson de Soundgarden. Hein. Oui. On dit pas d'un groupe comme ça, comme si c'était rien. De Soundgarden. Et Erwan, je parle de la reprise. T'insultes mon âge là. Mais du coup d'un groupe obscur nordique dont j'ai oublié le nom, c'est absolument formidable. C'est Nikolai Dungar. Merci Thomas. Ils ont intérêt à bien faire. Tu écouteras, je mettrai sur le podcast. Salut jeune. Carrément Floré. Moi, ça va être Lorenzo, de George Miller. Voilà, c'est toujours
Très très beau film. Petite chose, on change un petit peu, une petite chose à se mettre devant les oreilles. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis devant le Homework de Daft Punk et en fait c'est un putain de classique. Donc c'est toujours plein de surprises. Incroyable. Et puis dernier coup de cœur, bien entendu, allez, le Stade Rennais Football Club. Voilà, donc ce soir 21h. Docteur. Moi, ça sera un groupe de musique découvert samedi dernier au festival Sonocraft à Nantes. Un groupe belge qui s'appelle Hit Hit Anita, que je ne connaissais point et qui est très bien à voir en live et ça faisait plaisir. C'était mon premier concert post-confinement et ça faisait plaisir de voir un groupe, même si c'est chiant d'être assis et de pas pouvoir boire de bière quand on remue la tête. Attends, Justine. Oui, juste un beau coup de cœur. C'est il y a un petit court métrage qui est sorti de Gu Xiaogang qui avait fait Séjour dans les monts Fushun, donc qui est l'un des plus beaux films de 2020. Dont on avait parlé ici. Absolument. Et donc il a fait un petit court métrage post-confinement qui est vraiment super. Voilà. Qui est disponible sur YouTube. Valentin. Alors mon coup de cœur c'est Les 7 de Chicago de Aaron Sorkin. Qui est sorti sur Netflix. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait plaisir de voir un film qui est très bien écrit et surtout très intelligemment monté. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de le chroniquer, celui-ci ? On pourra. Moi, ça m'intéresse pas mal, moi, ça. On a quelques petits trucs sous la pédale pour les semaines à venir, donc c'est possible. Et moi, donc, ça sera un documentaire de Sébastien Lifshitz qui s'appelle Adolescente, qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines en France, donc qui suit pendant de la 4e jusqu'à l'obtention ou pas du baccalauréat de 2 adolescentes à Brive-la-Gaillarde. Et donc c'est un très très beau film d'une intimité que je trouve bienvenue et un film très chouette et très galvanisant que je vous encourage à voir. Il passe normalement encore dans les salles. J'en profite juste pour intermède de téléphone portable, juste un bisou à Jean-Marie. Voilà. Ah oui, un gros bisou Jean-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du documentaire Archaeologist of the Westland avec son metteur en scène Melvin Z. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. Merci messieurs, merci mademoiselle. Encore un bon anniversaire et à ciao, bonsoir. Ciao. Salut. Salut. Allez Rennes. Je t'aime Mads.